pour pouvoir recouvrer sa propre liberté et espérer avoir un lendemain meilleur. Maintenant, avec la permission du docteur, une dernière question par rapport au pouvoir. Je vous en prie, Madame Noa, allez-y, posez vos questions. Merci bien, docteur Mouketou. Docteur Ndoumbe, nous sommes tous... s'il vous plaît. Des sachants. Comment pensez-vous que la gestion du pouvoir en Afrique puisse véritablement incruster la démocratie dans l'esprit des Africains en général? Je prends le cas de tous les pays dont le vôtre. Pour plus de démocratie et dans le nôtre où la démocratie a débouché sur la guerre. Alors, nous avons tous étudié les sciences, nous savons ce que c'est que la démocratie, le sens étymologique du terme, mais à la pratique, pourquoi les Africains n'arrivent-ils pas à concéder à leur peuple le pouvoir que ce peuple leur a donné pour les diriger? Pourquoi l'Africain n'arrive pas à se départir de ce statut d'homme d'État pour devenir de l'État? Voilà ma question, docteur Ndoumbe, pour l'instant. Merci bien. Bien, écoutez, Madame Noa, ainsi que vous posez cette question, elle fait partie des préoccupations des uns et des autres, y compris moi-même. C'est d'ailleurs pour ça que je vous la pose, parce que j'ai sorti ça dans votre développement introductif. Merci bien de me répondre. Donc, ce que je pense, effectivement, il n'y a pas de démocratie politique sans culture politique. Et il n'y a pas de culture politique dans un État moderne en s'appuyant ou s'adossant sur les allégeances politiques du passé, j'allais dire anciennes. Donc, il y a une certaine évolution qui doit tenir compte justement des différents paradigmes liés à la gestion de l'État, donc à la définition même de l'État, et sortir. L'État, c'est un territoire, c'est une nation, ce sont des institutions. Et ces institutions sont gérées par des hommes qui, théoriquement, doivent être pétris de la culture, n'est-ce pas, de l'État démocratique. Et cela passe par un reniement profond de soi, c'est-à-dire que qu'on ne soit pas là pour représenter une communauté culturelle, ce qu'on appelle couramment sous le nom de le vocable d'ethnie, même si ce terme il est fortement teinté j'allais dire d'expression, j'allais dire quasiment xénophobe. Bon, donc ce que je pense, c'est que si effectivement les uns et les autres, les différentes communautés culturelles qui effectivement participent ou font partie des États qui sont les nôtres, ont effectivement été pétris dans, ne serait-ce que par le biais de la scolarisation au maniement des instruments propres, n'est-ce pas, de la gestion de l'État moderne, on doit à un moment donné sortir des cadres anciens, rétrogrades, passéistes, liés à la volonté forcément d'affirmer son ambition politique sur la base, n'est-ce pas, de la montée en puissance de telle ethnie plutôt qu'une autre ethnie telle communauté culturelle au détriment d'une autre communauté culturelle. Il faudrait qu'on de la même manière que nous avons appris dans les mêmes écoles, de la même manière que nous avons appris dans les mêmes universités, et que nous avons vu aussi des exemples traversés, connus ailleurs, nous n'avons pas le droit de pouvoir ne pas imiter ce qui a de bon ailleurs. Sauf si ça devient un problème de prétexte. Je ne m'imagine pas sur l'instant que la Côte d'Ivoire soit un îlot à part sur Terre. Je n'imagine pas que le Gabon soit un îlot à part sur Terre. Eh bien, nous devons donc bénéficier des expériences cumulées ailleurs, dans les autres États du monde qui ont expérimenté des processus électoraux, qui ont traversé des périodes parfois aussi difficiles, mais qui ont réussi à les résoudre sur la base, n'est-ce pas, de la recherche du consensus, sans pour forcément se compromettre, c'est-à-dire sans que la recherche de compromis sans la compromission. Et voilà un peu en gros comment je pense qu'on puisse sortir de
ces pesanteurs qui font que nos pays ne puissent pas se développer politiquement. Tout le monde est d'accord pour que on puisse vraiment s'arrimer sur les standards internationaux économiques, mais personne n'est d'accord pour pouvoir accepter l'universalisation, n'est-ce pas, du modèle de l'État démocratique. Parce que simplement, eh bien, on s'accroche à des allégeances politiques anciennes, parce que si je me dis Bété, ou je me dis Agni, ou je me dis, je sais pas, je vais citer Guéré, etc. Eh bien, je dis que je dois promouvoir ma communauté plutôt qu'une autre. Au Gabon, parce que je me dis, je dois être là pour promouvoir les gens. Peut-être que si un Fan prend le pouvoir, ou bien un BT prend le pouvoir, ou un autre prend le pouvoir, il n'aura pas forcément la même vision que la vôtre. Et par conséquent, vous serez très déçus. En revanche, si vous accordez sur un minimum, n'est-ce pas, de principes qui fassent que l'État puisse fonctionner véritablement, sur la base de sa propre ressource, dont l'essentiel est fondé sur l'égalité. Puisqu'en fait, le critère de compétence est hautement subjectif. On peut vous qualifier de compétent alors qu'en réalité, vous n'en êtes pas un. Mais l'égalité, eh bien, elle se joue sur la base, n'est-ce pas, des droits accordés au plus grand nombre. Le droit à la santé, le droit à l'école, le droit de voyager, le droit, je dirais, de se scolariser, etc. Donc, rien que ce type de liberté individuelle, liberté publique, qui soit accordée au plus sans contrainte, parce qu'effectivement, elles s'offrent à tout le monde. Ces données-là sont quand même essentielles. Elles ont fonctionné ailleurs. Il n'y a pas de raison quand même que nous soyons, nous, affublés d'un défaut comme une tare génétique qui ne puisse pas comprendre le bien fondé, n'est-ce pas, de l'évolution de l'État moderne. On a donc intérêt à accumuler les espérances cumulées ailleurs pour pouvoir mieux potentialiser, n'est-ce pas, nos capacités à nous adapter. Ça fait quand même bientôt 50 ans, pour certains, voire même plus pour d'autres, dans nos États africains. Eh bien, on ne peut plus dire que nous sommes des États adultes, d'autant plus que nous avons suffisamment formé et nous sortons tous des mêmes écoles. Et par conséquent, on ne peut pas comprendre que, parce que vous avez été étudié avec un Américain des États-Unis dans la même école, dit-on à Yale, que rentrer dans votre pays, vous devenez plus que taré alors que vous avez les mêmes références universitaires. Parce que vous avez été étudié en France dans les mêmes universités avec les mêmes qualités qu'un Français et que ce Français puisse mieux comprendre l'intérêt, n'est-ce pas, de s'adapter au fonctionnement de l'État. Moi, je dis qu'il y a encore des pesanteurs qui sont liés à notre passé et il faut le dépasser pour comprendre qu'aujourd'hui, on peut mieux gérer l'État en se départissant justement des considérations anciennes qui sont en réalité d'un autre âge. Voilà un peu ce que je voulais dire, cher ami. Donc je crois qu'il est possible de gérer l'État mieux et quasiment de la même manière, puisqu'en fait, l'État est un modèle, l'État moderne est un domaine universel. Ça fonctionne dans des États comme la Chine, ça fonctionne dans des États comme le Japon, ça fonctionne en Inde, en dépit de toute la démographie qu'il y a, etc. Donc voilà un peu en gros ce que je voulais dire, cher ami, pour essayer de répondre d'une manière assez concise. On peut multiplier les exemples à votre question. Moi je crois que ça suffit de pouvoir avoir un discours dualiste quand il s'agit des États africains. On dira les États africains sont dans des États mous, des États prédateurs, des États qui sont effectivement des États de façade, alors qu'en fait, vous savez très bien que c'est toujours possible de gérer autrement nos États, à condition qu'on puisse imprégner des ressources de l'État moderne. Et nous en avons la capacité, nous en avons les ressources. Il suffit simplement d'avoir, non pas la volonté, mais plutôt le désir de faire comme les autres. Mais, monsieur Ndoubé, je vous remercie, mais je veux même abonder dans le même sens que vous, pour dire que les premiers responsables de la décrépitude et de l'échec politique en Afrique, c'est vous et moi, qui avons étudié l'université de France et de Navarre et des États-Unis, en fait d'Amérique et d'autres pays du monde, qui, une fois rentrés chez nous, pour prétendre le pouvoir, on va chercher à s'appuyer sur sa région, sur sa tribu, et non pas sur le peuple. Et ce sont les intellectuels africains
qui détruisent l'Afrique, qui détruisent les États respectifs en Afrique. Parce que tout ce beau discours que nous tenons, si nous ne sommes pas capables de nous élever nous-mêmes au-dessus de ces contingentements régionalistes, tribaux, et même religieux, parce que quand on essaie de manipuler la tribu que ça ne marche pas, on utilise la religion, qui est un domaine émotionnel très vif pour exploiter le peuple. Donc, malgré tous les discours que nous tiendrons, intellectuels africains, nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes et avec nos populations, dont la majorité à 60, 70, voire 80% est analphabète, que nous voulons utiliser cette masse à notre profit et au profit de nos alliés qui nous pousseraient dans le dos, nous ne rendrons jamais service à l'Afrique, ce beau continent, ce riche continent. Ce sont nous les intellectuels qui sont les maux et les problèmes de l'Afrique. Ayons le courage de le dire une bonne fois pour toutes. Vous pensez que quelqu'un qui a assis la loi, un docteur en économie, n'est pas passé à ça? Vous pensez qu'Ali Bongo qui est assis là-bas n'est pas passé à ça? Mais ce qui les intéresse, ce n'était pas le peuple quand ils arrivaient au pouvoir. C'était leurs propres intérêts. Et les intérêts de la cohorte qui les a poussés au devant de la scène politique. Donc moi je dirais que le pouvoir, que les intellectuels africains se mettent dans la tête que pour arriver au pouvoir, il faut être apte et vouloir, en premier lieu, servir son peuple et non pas se servir de son peuple à ses propres desseins. Voilà, docteur Ndoudou, le problème que nous avons en Afrique. Même vous qui parlez, même moi qui parle, peut-être que si demain nous avons l'occasion d'être là-bas, nous ferions les mêmes choses. Nous devons apprendre parmi nous à changer de mentalité, à changer de comportement, afin de sortir notre continent du sous-développement. Et tant que nous ne verrons que les gains pécuniaires qu'on nous tendra, les tentations du pouvoir, nous serons toujours victimes de ces tentations et nous ferons en sorte que le peuple africain coule sous. Donc toute cette théorisation du pouvoir et autres, les premiers responsables, c'est vous et moi, docteur Ndoubé. C'est un appel à tous ceux qui sont à l'écoute, intellectuels africains. Ayons le courage de nous départir de cette tentation et de ceux qui veulent servir leur continent demain, de se mettre véritablement au service du peuple, du moins des peuples africains, et non pas au service de leurs propres intérêts, quels qu'ils soient. Nous avons des exemples devant nous. Comment quelqu'un qui arrive à la tête d'un pays comme le Togo, qui prend toute sa région, met dans l'armée pour se faire protéger. Pourquoi aujourd'hui encore on a que les rebelles autour de Ouattara pour le protéger? Pourquoi chez vous au Gabon, le régime est là en train de se coaliser autour d'Ali Bongo pour le maintenir afin de préserver leurs intérêts? Voilà les mots dont souffre l'Afrique. Et nous, les intellectuels, nous sommes complices de ces situations. Parce qu'il suffit qu'on coopte un ou deux pour bouffer, et les mails le ventre plein et content, et on oublie les belles théories qu'on a apprises dans les universités à propos de la démocratie, la lutte des classes, du bien-être du peuple. Nous, on peut avoir un exemple. Quelqu'un qu'on a traité de bas niveau, mais qui s'est levé et qui a dit qu'il fera de son petit pays un exemple au monde. Il a réussi. Donc pour nous, Ivoiriens, nous n'avons pas de problème à ce niveau-là. Nous n'avons un problème temporel. Mais déjà un modèle devant nous. Il suffit que les conditions soient réunies pour qu'on retrouve le modèle que passé devant nous pour recouvrer notre indépendance économique. C'est ce que je peux dire pour clore ce chapitre. Merci bien, docteur Moukete. Bon, vous avez beaucoup parlé, chère madame. Ce que je pense véritablement, c'est que
La responsabilité que vous laissez forcément incomber aux intellectuels africains elle peut être relativisée par le fait que la plupart des intellectuels qui aujourd'hui travaillent pour les pouvoirs africains n'ont pas mis en avant, c'est vrai, leurs propres convictions intellectuelles pour, en tant qu'élite, hein, j'entends, pour orienter autrement le sens, n'est-ce pas, de la gestion de l'État. Mais en même temps, chère madame, je ne crois pas qu'on puisse généraliser, parce que les intellectuels, il y en a effectivement qui ont encore la tête sur les épaules. Moi qui vous parle, j'ai terminé mes études en 90 et je me suis dit que tant que la politique ne sera pas suffisamment apaisée, assainie, les mœurs n'auront pas changé et que la plupart de ceux qui gèrent les sommets de l'État dans nos États n'auront pas compris que on peut écouter, discuter et partager avec ceux qui connaissent mieux ces choses aussi délicates que de la gestion de l'État. Eh bien, les choses, personnellement en tout cas, ne m'intéresseront pas. Du moins, la politique ne m'intéressera pas. Alors que vous imaginez bien que moi qui suis docteur en sciences politiques, je ne l'ai pas fait pour justement garder mon diplôme dans un tiroir. Ça veut dire qu'il y a encore dans notre continent, ou sur notre continent, permettez-moi l'expression, eh bien, des gens qui ont encore, quelque part, une culture, n'est-ce pas, une culture de la réserve par rapport à un certain nombre de comportements qui, à mon avis, sont répréhensibles face justement aux intérêts des uns et des autres. Il me semble que la gestion des sommets de l'État n'est pas toujours le fait des intellectuels. Les intellectuels traitent les dossiers et c'est pas toujours les intellectuels qui dirigent ou alors qui donnent les orientations, c'est souvent des lobbies. Ces lobbies sont de diverses sortes. Ça peut être des lobbies économiques, c'est des lobbies financiers, des lobbies ethnicistes et des lobbies parfois religieux. Et vous savez très bien qu'à un certain niveau, il y a une certaine culture, n'est-ce pas, du silence des intellectuels en Afrique, qui arrêtent même de contester, parce que simplement, ils estiment que, eh bien, ils trouvent leur compte quelque part dans des positions ou des postures qui sont les leurs. Voilà un peu. Moi-même, j'ai écrit un travail sur savoir. J'ai été directeur d'un ouvrage que j'ai intitulé Savoir et développement dans le cadre du Gabon. Nous avons discuté à l'intérieur avec un certain nombre d'intellectuels gabonais de ce sujet. C'est un ouvrage collectif où nous avons abordé toutes ces questions qui sont liées justement aux nécessités de promouvoir justement un cadre du savoir qui satisfasse ou bien qui promeuve le développement même économique de notre pays, sans parler de développement politique. Donc vous comprenez bien que la généralisation de la responsabilité des intellectuels n'est pas toujours globale, elle ne compte pas tous, elle peut être relativisée en fonction justement des positions des uns et des autres. Et ce qu'on entend par l'intellectuel, c'est quoi? C'est ceux qui ont eu des diplômes, mais on peut être docteur, alors que le doctorat n'est pas forcément une fin en soi. Il y a des intellectuels aussi dans nos villages qui peuvent parfois réfléchissent mieux que les docteurs. Donc en fait tout ça est relativisé. C'est d'abord une question d'homme, de comportement et puis en même temps de conviction. Et je crois que vous vous souvenez des dernières élections au Sénégal, mais les lobbies religieux, le mouridisme, est-il géré toujours par des intellectuels? Mais il influe sur le mouvement, n'est-ce pas, des processus électoraux au Sénégal. Alors vous comprenez bien que à un moment donné, eh bien, la responsabilité intellectuelle peut être atténuée parce que ce ne sont pas toujours eux qui décident. Ce ne sont pas toujours eux qui sont convoqués pour pouvoir prendre ou impulser le processus décisionnel des États au sommet. Et ils accompagnent, c'est sûr, mais parfois, cette responsabilité incombe au précaré. Le précaré peut être aussi familial. Le précaré peut être ethniciste. Et vous savez bien, tout à l'heure, vous avez posé le problème du Togo. Je connais mal le Togo. Je connais mal un certain nombre d'États. Sûrement, parce que connaître toute l'Afrique, ça mérite d'abord qu'on puisse y habiter, y aller. Bon, bref, nous avons des connaissances qu'on peut relativiser, mais je dis aussi que
cette généralisation qui incombe aux intellectuels, les vrais intellectuels. Vous avez des gens qui, aujourd'hui, préfèrent se mettre à l'écart. Vous les connaissez dans tous les pays africains, parce qu'effectivement, ils ne partagent pas toujours forcément cette manière de gérer l'État, cette manière de se comporter. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et ça se lit aussi à travers les travaux qu'ils font, leurs recherches, leurs ouvrages, pour pouvoir effectivement partager le minimum de connaissances qui est le leur ou qui sont les leurs. Voilà un peu en gros ce que je voulais dire. Je veux pas dire que les intellectuels, certains intellectuels, ne montrent pas des stratégies de monopolisation du pouvoir en Afrique, en fonction de leurs propres intérêts, mais à généraliser aussi pose problème, parce que quand on sait quand même que les premières années des indépendances, il n'y a pas eu forcément ce qu'on appelle l'intellectuel en tant que tel, donc des producteurs d'esprit, des porteurs, n'est-ce pas, de savoir. Voilà. Et ce sont ces mêmes individus, je suis désolé, qui continuent à gérer les États africains, alors qu'une partie des intellectuels pétris de connaissances sont mis à l'écart. Beaucoup, d'ailleurs, majoritairement, sont mis à l'écart. Alors, vous voulez faire porter forcément la responsabilité à soit, vous le dites, des intellectuels, mais la plupart des gens qui nous gèrent aujourd'hui, c'est parfois des licenciés, parfois ce sont des gens qui disposent de master. Les docteurs sont mis à l'écart parce qu'ils sont jugés trop dangereux. Les intellectuels sont mis à l'écart parce qu'on estime qu'ils ne peuvent pas toujours forcément s'aligner. Voilà un peu ce que je voulais vous répondre, tout en relativisant ce que vous êtes en train de dire, même s'il est vrai qu'il y a un certain nombre d'intellectuels qui sont justement les vecteurs de ce type de comportement malsain qui peuvent en même temps être responsables du malfonctionnement du développement politique de nos États. Non, vous parlez de relativisation dans mes propos en citant l'exemple du Sénégal. Mais l'exemple du Sénégal, jusqu'à présent, que l'exception qui confirme la règle. Mais la grande majorité des situations politiques en Afrique, d'après nos analyses, nous aboutissons tous au même résultat. On vous impose un militaire à la tête du pays qui lui va manipuler le peuple à coups de baïonnettes, et les intellectuels que nous sommes, comme vous dites, on nous met à l'écart. Mais que faisons-nous pour ne pas être à l'écart? Parce que vous savez, dans la vie, qui ne risque rien n'a rien. Beaucoup d'intellectuels se disent, bon, moi, autant préférer avoir un petit boulot ici en France, aux États-Unis, que d'aller me faire tuer. Mais, vous savez, les grandes démocraties se sont battues, ont été acquises à coup de rudes batailles. Et ce qui manque aujourd'hui aux Africains, c'est que nous parlons beaucoup, mais nous agissons peu. Voilà le drame des intellectuels africains. Il n'y a pas seulement le fait d'être mis de côté. On peut être mis de côté, mais nous avons nos langues, nos plumes, nos idées que nous pouvons faire passer. Mais que faisons-nous, intellectuels africains? On joue sur la fibre ethnique, la fibre régionaliste, pour nous faire et dire que parce qu'on est mis de côté, c'est normal que l'Afrique ne puisse pas avancer. Non. Il faudrait que nous créions des espaces d'expression pour non seulement débattre de ces problèmes, mais combattre ces fléaux. Pas par les armes, mais force de l'argumentation. Et nous pouvons arriver. C'est ce que je demande à l'électeur d'Afrique. Docteur Mouketou, je vous remercie, je vous repasse l'antenne. Merci bien. Merci Madame Noix pour vos questions. Nous allons reprendre la thématique de notre émission aujourd'hui. Nous venons de faire une parenthèse avec la situation qui prévaut, qui existe en Côte d'Ivoire depuis la mort du président Houphouët-Boigny. Alors, revenons, sauf s'il y a d'autres membres du panel qui veulent intervenir sur cette situation de Côte d'Ivoire. Alors, revenons un peu sur la situation politique au Gabon. Nous avons beaucoup de questions
des internautes. Nous avons par exemple Monsieur Edgar Fouba qui revient, professeur Wilson Domé, qui vous pose la question suivante. Prenons d'abord celle de Monsieur, je crois il y a plusieurs questions. Monsieur, voilà, Monsieur Edgar, qui vous demande l'alternance démocratique. Qu'est-ce que vous entendez par l'alternance démocratique? Et il y a un autre internaute qui qui pose la question suivante. Selon vous, professeur Wilson André Ndombe, l'état de crise multiforme qui prévaut actuellement au Gabon permettra-t-il une rentrée des écoles relativement paisible le 1er octobre 2012? Qu'en sera-t-il ensuite pour la rentrée universitaire? Bon, écoutez, moi je pense véritablement, cher monsieur, que notre pays a connu l'une des crises universitaires la plus profonde, la plus importante, qui n'a jamais effectivement connu. Nous avons eu des crises qui ont duré une semaine, 2 semaines, 2 mois, et là, pour la première fois, nous avons, je peux me permettre d'affirmer que nous avons sur 9 mois de cours, nous avons quasiment enseigné moins de 3 mois. Moins de 3 mois. À temps plein. Ça veut dire qu'en fait, il y a des problèmes importants qui touchent à l'enseignement supérieur, qui touchent à l'éducation nationale, sans parler des problèmes de crise économique que notre pays traverse, sans, même s'il est vrai qu'aujourd'hui on continue à appeler comme un certain Eldorado. Donc, à mon sens, les problèmes n'ont pas été véritablement résolus. Ce sont des problèmes qui sont liés aux questions d'effectifs, aux questions d'équipement infrastructure. L'État gabonais n'a pas su, au bon moment, construire des équipements et des infrastructures, investir sur des équipements et des infrastructures qui tiennent compte, n'est-ce pas, d'évolution, n'est-ce pas, des effectifs. On est actuellement encore en train de projeter la création de nouvelles filières, notamment qui font que finalement on a des problèmes, encore une fois, n'est-ce pas, de salles, et donc c'est pratiquement difficile. En revanche, l'État s'est efforcé quand même de valider cette année chaotique, la plus chaotique de l'histoire, n'est-ce pas, des universités. Alors, est-ce que cette situation de crise qui a été à l'origine de la fermeture, n'est-ce pas, plusieurs fois de l'université, a été résolue pendant les vacances pour faire en sorte qu'aujourd'hui, à partir du 1er octobre, on puisse espérer qu'il y ait une rentrée scolaire normale. Donc, je pense que ça va être difficile, cette rentrée universitaire, tant que les problèmes de fond n'ont pas été résolus. Les problèmes de fond, me semble-t-il, sont liés effectivement à la possibilité qui est offerte aux étudiants gabonais d'enseigner dans des conditions normales. Les problèmes des bourses ont été d'une certaine manière gérés. On a trouvé quelques mesures qui permettent d'assurer ce que j'appellerais entre-temps une certaine soudure, mais qui n'ont pas été résolues de fond en comble pour permettre aux uns aux autres justement d'être sûrs que, par exemple, les bourses seront payées à tout le monde sur le long terme. Je suis passé par Paris il n'y a pas longtemps, et il y a beaucoup d'étudiants gabonais qui ont les bourses complètement coupées, et les conditions justement de rétablissement sont multiples et posent véritablement problème. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à tout cela. Donc le 1er octobre, c'est possible, avec des risques qu'il y ait des ruptures, des moments de rupture très forts
qui effectivement pourrait faire en sorte que l'année qui arrive rencontre quelques difficultés. Tu aurais même beaucoup de difficultés. Voilà un peu ce que je voulais dire. 800 millions, quelque chose comme ça pour nous amener. Merci, professeur Wilson Ndombe. Repartons du côté des internautes, nos internautes qui vous ont posé, qui continuent jusqu'à présent de nous envoyer beaucoup de questions. Nous avons par exemple cet internaute qui vous pose la question suivante. Quelle est votre lecture, professeur, des actes posés récemment par M. Louis-Gaston Maïla, M. Moulomba et M. Bruno Ben Moubamba? Bon, écoutez, moi, je n'ai pas tellement bien suivi cette situation des actes qui ont été posés par les uns et les autres. Je suis venu du Gabon il n'y a pas très longtemps. Il y a sûrement eu des sorties et bon, ces sorties, me semble-t-il, n'ont pas eu les échos suffisamment escomptés qui puissent permettre, n'est-ce pas, d'embrayer autrement le fonctionnement de... Je voudrais repréciser la question de l'internaute. Vous savez qu'il y a l'Union des forces du changement qui a été mise en place par toute la classe politique de l'opposition. Hier, il y a eu un meeting organisé par le regroupement d'une vingtaine de formations politiques de l'opposition. Et le peuple qui soutient cette opposition a constaté qu'il y a eu deux absences remarquées, celle de M. Louis-Gaston Maïla, et on parle aussi de l'absence de M. Moulomba. Et cet internaute, il vous pose la question sur M. Bruno Ben Moubamba, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est surtout par rapport à ces deux absences remarquées hier au meeting de l'opposition. Alors, si tel est le cas, il me semble que cela doit dénoter d'un problème de stratégie qui n'a pas été partagé par les uns et les autres. Ou alors, parce que de toute... Je vais repréciser. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur, votre ministre de l'Intérieur de votre pays, le Gabon, M. Ndungu, a donné l'accord à l'opposition pour que l'opposition tienne ce meeting à la place Pierre Mamboundou. Et en donnant cet accord, le même ministre a interdit aux responsables de l'Union nationale d'intervenir au cours de ces meetings. Et M. Maïla, en disant sa déclaration, puisque je l'ai lu elle a été publiée dans plusieurs journaux gabonais, il dit ceci, qu'il n'a plus l'âge de courir si vous voyez par exemple la police arriver à attaquer les responsables politiques qui se sont retrouvés hier avec leurs militants. Donc, d'où le sens de la question de cet internaute qui vous dit quelle est la lecture des actes posés récemment par M. Louis-Gaston Maïla et M. Moulomba. Ben, écoutez, si tel est le cas, vous voyez, je suis actuellement à Genève, je n'ai pas vraiment suivi tout cela de près. Si tel est le cas, vous comprenez très bien qu'il y a beaucoup de leaders politiques qui, à un moment donné, sont obligés de jeter dans la rue de pauvres innocents et qui ne puissent pas s'assumer jusqu'au bout. Je crois que j'ose espérer que le président Louis-Gaston Maïla va se ressaisir par rapport à cela, parce qu'on ne comprendrait pas qu'il puisse justifier sa posture par rapport au fait que, eh bien, il serait attaqué par tel ou tel autre, dès lors qu'on a eu, à un moment donné, effectivement, le ministère de l'Intérieur a eu à autoriser justement ce rassemblement, ce qui est tout à fait nouveau. En revanche, je ne comprends pas très bien que des hommes politiques qui fassent partie de l'ancienne Union nationale qui a été quelque part dissoute, en tant que leader politique individuel, puissent venir parler de la politique, puisque ça puisse gêner un gouvernement, parce que justement ils font partie de cette Union nationale, alors qu'en fait là il y a une structure d'union des forces du changement. Ça veut dire qu'en fait les données sont en train de changer. Rien ne dit que, et c'est le souhait d'ailleurs qui a été émis par plus d'un, que effectivement qu'il y ait moins de partis politiques, et parce qu'il y a moins de partis politiques, eh bien il y a plus de cohésion à faire en sorte qu'effectivement ces hommes politiques puissent s'exprimer dans ce cadre-là. Donc je ne comprends pas très bien
la réaction des uns et des autres, c'est-à-dire du ministère de l'Intérieur, et je ne comprends pas très bien non plus la réaction des hommes politiques qui n'ont pas pu venir sous le prétexte que bien ils seraient chargés par la police et que ils ne pourraient pas encore courir. Mais admettons une seule fois qu'effectivement un meeting soit organisé par le président Luc Gaston Maïla et que à ce moment-là, bien précis, en tant qu'individu leader politique, et que la police se chargea. Alors ça veut dire qu'à ce moment-là, bien précis, cet argumentaire qui a été avancé par ce président de parti sera-t-il tenable? Vous voyez bien que ça pose quand même des problèmes vis-à-vis de nous autres observateurs politiques, qui ne sont pas des hommes politiques, mais observateurs simplement. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Et c'est le problème, justement, que nous autres observateurs politiques avons du mal à adhérer à tel ou tel autre parti politique, parce qu'il y a souvent ce type d'attitude qui, quelque part, pose toujours le problème de l'intérêt à partager une option qui, quelque part, permet à tel ou à tel autre de renoncer un peu à ses ambitions ou à ses obsessions, à son obsession d'accéder au pouvoir. Et nous l'avons connu aussi au moment des élections législatives dernières, où effectivement un certain nombre de partis politiques ont été obligés d'aller se présenter aux élections, alors qu'en fait la stratégie de l'opposition consistait à aller en ordre groupé. Mais le fait que certains se sont permis de ne pas s'associer à cette option qui, à mon avis, était suffisamment louable, eh bien, sont allés quand même se présenter alors que la majorité des partis de l'opposition avaient décidé de ne pas aller aux élections, eh bien, ont connu, justement, cette situation d'échec quasi total, où ils n'ont ramené quasiment certains partis n'ont même pas ramené le moindre représentant à l'Assemblée nationale. Donc, je crois que tout le monde doit véritablement se ressaisir, surtout s'assumer pleinement dans le cadre de ses responsabilités, face à l'histoire. Merci, professeur Wilson Ndombe. Je voudrais rappeler aux auditeurs qui viennent de se connecter sur Inari Radio que nous recevons aujourd'hui M. Wilson André Ndombe. Il est universitaire gabonais, professeur des universités, plus précisément à l'université de Libreville au département d'histoire. Alors, professeur, une autre auditrice, madame ou mademoiselle Ginette Mengue, qui vous pose la question. À vous entendre, professeur, à défaut des gages de crédibilité de l'opposition, les Gabonais n'auraient que la résignation pour seule solution? Non, je crois que je ne me suis pas fait comprendre. Je crois véritablement que l'opposition peut s'organiser autrement, que les ressources dans l'opposition ne manquent pas. La preuve, c'est que il y a des intellectuels aux disciplines les plus variées possibles. Il y a des spécialistes de sciences politiques, de droit, de sociologie, de géographie, des ingénieurs, et donc des formations variées qui aujourd'hui ont atteint un certain nombre d'années. Je vous prendrai par exemple un cas simple. J'ai lu une interview à Libreville d'une fille de M. Miboto, j'ai suivi plutôt une interview qui m'ont paru qui m'ont paru même sensées à un certain niveau, et que je crois que de mon point de vue, M. Miboto doit aujourd'hui arrêter la politique au profit de sa fille, qui est très brillante, me semble-t-il, du moins pour le peu que j'ai suivi. Mais est-ce que c'est pas un problème de génération que vous êtes en train de poser, là, professeur Wilson Ndombe? Je crois véritablement que quand on a fait la politique une quarantaine d'années, ça me paraît suffisant. Je n'ai rien contre l'ancien ministre Miboto ou bien le président Miboto. Je prends un exemple concret. Je veux dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir passer la main en politique. Et il me semble que cela est valable pour tous les partis politiques, y compris au PDG. Il y a des gens qui font la politique depuis 40 ans, voire même 60, avant le parti unique, c'est-à-dire dès le début des années 60.
ça suffit comme ça. Ça ne veut pas dire que je voudrais commettre l'âme parricide. Non, pas du tout, mais c'est dans la logique des choses. Le renouvellement politique est l'une des ressources essentielles de tout parti politique à un moment donné de l'histoire. Et donc, il n'y a pas de résignation politique, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. En revanche, il y a des possibilités de voir un nouveau personnel politique au Gabon avec des nouvelles ambitions, avec de nouvelles stratégies organisationnelles qui permettent d'atteindre des objectifs. Et je crois que le fait que les anciens hommes politiques s'annoncent sur cette nouvelle génération me semble quelque chose de suffisamment crédible, à condition aussi que ces jeunes générations, ces jeunes cadres aient l'ambition, des ambitions saines pour le développement de notre pays. Donc il n'y a pas que de la résignation, sauf si les uns et les autres ont envie forcément de voir un leader qui leur satisfasse ou qui satisfasse leurs propres ambitions politiques. Bon, je crois que dans tout État, il y a lieu d'assurer un renouvellement politique dans des domaines les plus variés possibles. Je veux dire, dans le cas du Gabon, je crois que il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont capables de faire la politique aujourd'hui. Voilà, sans être forcément aussi forcément la fille de X ou Y, ou faire partie, j'allais dire, d'une continuité monarchique ou autre. Moi, je crois que le vrai problème qui existe dans notre pays, c'est la conviction des uns et des autres. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci, professeur Wilson André Ndombé. Prenons une autre question d'un auditeur, monsieur Juvenal Obam, qui vous pose la question suivante. Professeur Wilson André Ndombé, est-ce que la dissolution d'un parti politique comme l'Union nationale permet d'interdire à ses anciens membres de s'exprimer librement après la dissolution de ce parti? N'est-ce pas là une atteinte définitive à leur liberté d'expression? Professeur Wilson André Ndombé. Je crois que la liberté d'expression est inscrite sur le fronton de la République, c'est-à-dire dans le préambule, n'est-ce pas, de notre Constitution. Et il me semble que tout Gabonais, quel qu'il soit, a et doit avoir sa liberté d'expression. Il ne suffit pas de parler d'appartenir à un parti politique dissous pour ne plus du tout avoir sa capacité d'expression. C'est pas possible. Sinon, on va à l'encontre, n'est-ce pas, d'un principe constitutionnel. Et il me semble aussi que le fait d'intervenir, que tout Gabonais, quel qu'il soit, puisse intervenir dans un meeting politique, ne serait-ce qu'au niveau, n'est-ce pas, des échanges qui peuvent s'y opérer ou s'y faire, est du domaine aussi de la liberté d'opinion. Donc l'opinion, la liberté d'opinion est une liberté inscrite aussi sur le fronton de la République et notre Constitution, le préambule de notre Constitution. Donc à mon avis, ce n'est pas suffisant, c'est même très léger de la part de ceux qui pensent que bien parce qu'un parti politique, avoir appartenu à un parti politique veut dire finalement faire taire les individus. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ce point de vue et je le dis clairement. Donc c'est un prétexte pour empêcher les uns de s'organiser ou de rebondir. Or, en politique, l'être qui ne rebondit pas finit par mourir. Donc, c'est peut-être les objectifs des uns et des autres. Et moi, je crois que ce ne serait pas, de mon point de vue, une attitude louable de la part de ceux qui pensent qu'effectivement, on peut aller jusque-là, alors qu'en fait, notre pays a besoin de cohésion, et cette cohésion passe aussi par l'écoute des uns et des autres. Merci, professeur Wilson Ndombé. Nous sommes en direct sur l'émission Dr Mouketo reçoit sur Inari Radio depuis Washington, D.C. Nous recevons le professeur Wilson André Ndombé, universitaire, donc gabonais. Alors, professeur Wilson André Ndombé, nous avons monsieur Sidney Lowali qui vous pose la question suivante. Elle est un peu longue. Professeur Ndombé, depuis quelques semaines, le leitmotiv de l'opposition, c'est la tenue de la conférence nationale souveraine, mais nous constatons que les tenants et les aboutissants ne sont pas clairs. Néanmoins,
certaines personnes disent qu'il s'agira de dissoudre les institutions et de mettre en place un haut conseil de la République afin d'assurer l'intérim pendant la durée de cette conférence. Mais pensez-vous qu'Ali Bongo acceptera une conférence nationale souveraine qui appelle déjà dès le début de la restriction de son pouvoir exécutif? Quel conseil pouvez-vous donner à l'opposition afin que cette conférence nationale souveraine puisse trouver un intérêt aux yeux du PDG? Oui, docteur Moketou, moi ce que je crois, c'est que il y a deux postures possibles dans cette situation. La conférence nationale a déjà eu lieu, elle a existé en 90, moi-même j'y ai commis un ouvrage y relatif, et aujourd'hui la conférence nationale peut avoir son intérêt dès lors que, effectivement, sorti d'une crise majeure où un contentieux électoral n'a pas été épuisé et que les uns et les autres veulent discuter de fond en comble du développement, n'est-ce pas, politique de notre pays, je crois que on peut, quand on ne craint rien, accepter au moins d'aller écouter, débattre et discuter, ne serait-ce que pour favoriser le dialogue. Et je crois que le principe du dialogue a été quand même quelque chose qui a permis à notre pays véritablement de se maintenir même si, dans la paix, même si la paix ne nourrit pas ses enfants. Mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? Ça veut dire que quand effectivement les uns et les autres sont convaincus d'avoir leur vision, n'est-ce pas, de la gestion de l'État, et qui ont envie de débattre véritablement, ils n'ont pas forcément à avoir peur, n'est-ce pas, de l'adversaire politique, dès lors qu'en fait cela se joue de manière tout à fait paisible. Ça c'est de un. Deuxièmement, une conférence nationale souveraine permettrait effectivement de débattre des questions de fond qui se posent dans notre pays, notamment quant à régler les problèmes de toilettage de notre constitution, où il y a des dispositions qui posent problème, notamment celle du mandat du président de la République, notamment celle de de la préparation d'élections présidentielles, donc comment le type de pourcentage qu'il faut avoir pour alors qu'en fait la majorité, à mon avis, permet aux uns et aux autres de créer un certain nombre d'équilibres, en même temps de favoriser des alliances. Alors qu'aujourd'hui, il suffit d'avoir 12%, être le premier, être président de la République. Et ça, ce n'est pas normal. Dans un pays comme le nôtre, je crois que c'est un raccourci dangereux. Ce sont des questions de fond qui peuvent être discutées dans le cadre de la conférence nationale souveraine, afin que, eh bien, les discussions qui sont prises s'imposent au plus grand nombre. Maintenant, je crois que le parti au pouvoir est un parti, et ce parti a des ressources humaines capables de défendre leurs projets, défendre leur cause à l'intérieur, n'est-ce pas, de cette conférence nationale. Si on fuit ce débat, ça laisse quand même forcément penser ou laisse présager que le parti au pouvoir craint l'opposition, alors qu'en fait elle détient toutes les rênes du pouvoir et qu'elle peut discuter en toute liberté. Sauf si, effectivement, les personnes, les ressources du parti au pouvoir ne sont pas suffisamment solides pour affronter leurs adversaires de l'autre parti. Voilà, il n'y a pas de crainte à avoir à discuter sur le plan politique. Bon, maintenant, est-ce qu'aller à la conférence nationale doit forcément déboucher sur ce que j'appellerais le chaos? Pas forcément. Je crois que les hommes politiques sont suffisamment matures pour pouvoir effectivement défendre hautement les intérêts du pays. Voilà. Bon, maintenant, pour répondre à la question, est-ce que le président Bongo actuel, c'est-à-dire le président Ali Ben Bongo, va-t-il accepter cette proposition s'il sent que ses intérêts sont menacés et que, en tant que garant des institutions, les institutions dissoutes feront en sorte qu'il puisse partir du pouvoir, forcément présenté comme ça, il ne va pas accepter ce débat. En revanche, ce que je crois, c'est que quand on va débattre dans une conférence nationale, chacun amène son projet, il est débattu par les forces en présence,
partis politiques, société civile et peut-être comment on appelle ça, profession libérale, afin qu'on puisse trouver les voies et moyens qui permettent de sortir de ce que l'opposition appelle aujourd'hui crise, alors que le parti au pouvoir pense qu'il n'y a pas du tout de crise. Moi, je crois qu'il y a des problèmes de fond qui concernent notre pays, qui peuvent être débattus, et que, eh bien, c'est une question de stratégie, de méthode. Tout est dans la méthode, la manière de présenter les choses, de telle sorte que les uns et les autres sont rassurés qu'on ne va pas à la conférence nationale pour forcément déboucher sur la guerre. On va pour régler les problèmes de notre pays. Et pour régler les problèmes de notre pays, les gens doivent discuter sereinement, en toute sérénité, pour ne pas déboucher sur des situations dramatiques telles que cela a été connu ici et là dans la plupart des États qui, à un moment donné, ont été rythmés par soit des coups d'État, ont été rythmés par l'incompréhension, ont été rythmés par l'obsession du pouvoir, etc., etc. Voilà un peu comment je vois les choses. Bien. Merci, professeur Wilson, André Ndombé. Il nous reste à peu près une quinzaine de minutes. Professeur Wilson Ndombé, je voudrais rappeler aux auditeurs, universitaire gabonais, professeur à l'université de Libreville, qu'on appelle l'université Omar Bongo, nom du feu président Omar Bongo.